La liste noire commerciale des États-Unis s'allonge. 7 entreprises chinoises ont été ajoutées et il leur est désormais interdit d'utiliser la technologie américaine. Le régime chinois examine désormais tous les dessins animés japonais avant qu'ils ne soient autorisés à être diffusés en Chine. En réaction, certains fans chinois se tournent vers les plateformes taïwanaises. Le Royaume-Uni s'engage à verser des dizaines de millions de dollars pour aider les personnes de Hong Kong à s'y installer. Cette action offre un refuge à ceux qui fuient la ville, dans le contexte de la loi draconienne de Pékin sur la sécurité nationale. Suite au projet de Pékin de nouvelles routes de la soie, nous nous tournons vers le passé pour mettre en lumière la différence entre la culture traditionnelle chinoise et les ambitions actuelles du régime. Bienvenue dans Regard sur la Chine, je suis Vladian Huitens. Le ministère américain du Commerce a ajouté 7 nouvelles entités chinoises à sa liste noire invoquant des raisons de sécurité nationale. Ces entités ont des capacités de supercalculateurs, c'est-à-dire des performances bien supérieures à celles des ordinateurs ordinaires. Le ministère du Commerce affirme qu'elles participent à la construction de superordinateurs pour l'armée chinoise, notamment pour des programmes d'armes de destruction massive. Le fait de figurer sur la liste noire signifie que si ces entreprises veulent s'approvisionner auprès de fournisseurs américains, elles doivent demander une licence auprès du ministère du Commerce. Les nouvelles règles prennent effet immédiatement. L'ancien président Donald Trump a ajouté des dizaines d'entreprises chinoises à sa liste noire économique, notamment le géant des télécommunications Huawei et le fabricant de puces SMIC. Le régime chinois examine désormais tous les dessins animés japonais avant qu'ils ne soient autorisés à être diffusés en Chine. En réaction, certains fans chinois se tournent vers les plateformes taïwanaises. Au début du mois, le PCC a demandé à toutes les plateformes de partage de vidéos de soumettre les dessins animés japonais à l'administration nationale de la radio et de la télévision du régime pour examen. Les films d'animation doivent être approuvés et répertoriés avant d'être diffusés. Cette politique aurait empêché la plus grande plateforme de partage de vidéos de Chine, Bilibili, de diffuser de nombreux films d'animation japonais. Et ce, bien que la plateforme ait acheté leurs droits de diffusion exclusifs en Chine. Selon des sources en ligne, de nombreux dessins animés japonais diffusés sur Bilibili sont désormais étiquetés comme disponibles uniquement à Hong Kong, Macao et Taïwan. Les internautes chinois ne peuvent les regarder qu'au moyen d'applications spéciales qui permettent de contourner la censure d'Internet en Chine. De nombreux utilisateurs de Bilibili et d'autres internautes chinois sont très mécontents de cette décision. Certains demandent, je cite, « Est-il vrai que les films d'animation doivent passer par un processus d'autorisation avant d'être diffusés ?» D'autres expriment leur méfiance, disant, je cite, « Je doute que les nouveaux animés soient approuvés. » D'autres encore disent « Cela nous ramène 20 ans en arrière. » De nombreux fans d'animés en Chine se tournent maintenant vers une plateforme taïwanaise de visionnage d'animés. Certains d'entre eux laissent des commentaires à la gloire de Taïwan, d'autres affirment même qu'ils veulent devenir taïwanais. Nathan Law, militant pour la démocratie à Hong Kong, annonce que la Grande-Bretagne lui a accordé l'asile politique. Il est arrivé en Grande-Bretagne en juillet dernier après que Pékin a imposé sa loi draconienne sur la sécurité nationale dans sa ville natale. Dans un tweet, Law décrit avoir été interrogé plusieurs fois pendant 4 mois par le gouvernement britannique avant que sa demande d'asile ne soit approuvée. Cette décision ne manquera pas de raviver les tensions entre Londres et Pékin. La Grande-Bretagne estime que plus de 300 000 résidents de Hong Kong pourraient émigrer au cours des 5 prochaines années, et la Bank of America prévoit que les résidents de Hong Kong qui s'installent en Grande-Bretagne pourraient provoquer des sorties de capitaux d'un montant de 36 milliards de dollars en 2021. Le Royaume-Uni s'engage à verser des dizaines de millions de dollars pour aider les personnes de Hong Kong à s'installer dans le pays. Ceci intervient également après l'imposition par Pékin de la loi sur la sécurité nationale. La Grande-Bretagne a promis de soutenir les citoyens de Hong Kong qui cherchent à fuir pour s'installer au Royaume-Uni à hauteur de 59 millions de dollars. Cette mesure s'inscrit dans le cadre d'un effort plus large visant à laisser entrer des millions de Hongkongais en Grande-Bretagne après que la Chine a imposé de nouvelles lois dans l'ancienne colonie. Le Royaume-Uni a déclaré jeudi dernier que l'argent sera principalement consacré à des programmes d'aide à l'apprentissage de l'anglais et au logement, ainsi qu'à des efforts visant à aider les habitants de Hong Kong à trouver un emploi. Depuis janvier, des milliers de résidents de Hong Kong ont pu demander un visa spécial de 5 ans et éventuellement devenir citoyens britanniques. Avec cette nouvelle offre, la Grande-Bretagne prévoit de lancer une douzaine de centres d'accueil dans tout le pays pour faciliter l'inscription aux soins de santé et aux écoles et fournir des conseils pour la création d'entreprises. La Grande-Bretagne affirme qu'elle remplit un engagement historique et moral envers la population de Hong Kong et que les lois chinoises sur la sécurité sont utilisées pour faire taire les dissidents. Les ministres affirment que le programme de visa est un moyen d'honorer leur part de l'accord lié à la rétrocession de Hong Kong à Pékin en 1997.
La Chine a réagi avec colère aux efforts du Royaume-Uni et a déclaré que les opinions de l'Occident sont obscurcies par la désinformation et l'impérialisme. Jusqu'à présent, 27 000 personnes ont fait une demande de visa jusqu'en mars, et le Royaume-Uni s'attend à ce que 300 000 personnes fassent une demande au cours des 5 prochaines années. Vous avez peut-être entendu parler de l'initiative Ceinture et Route du régime chinois. Les États-Unis la considèrent comme une menace et un plan d'expansion mondiale. Le PCC prétend qu'il s'agit d'une renaissance de la route de la soie de la Chine antique. Nous allons examiner de plus près les relations entre les deux pays. Les anciens corridors commerciaux ont permis des échanges commerciaux et culturels entre la Chine et les pays du monde entier. Mais le nouveau programme de Xi Jinping hérite-t-il vraiment des anciennes sagesses ou s'approprie-t-il une ancienne stratégie pour promouvoir sa propre expansion communiste et exporter une idéologie complètement différente des valeurs traditionnelles chinoises? Tout d'abord, nous examinerons comment les anciens Chinois envisageaient leurs relations avec les pays étrangers. Dans la Chine impériale, le confucianisme et le taoïsme étaient les deux idéologies dominantes. Comment Lao Tzu et Confucius considéraient-ils les relations étrangères et l'expansion vers l'extérieur? Dans le classique taoïste Tao Te Ching, Lao Tzu souligne l'importance d'être humble et inclusif. Ce qui fait qu'un État est grand, c'est qu'il est comme un ruisseau qui descend vers le bas. Il devient le centre vers lequel tendent tous les petits États sous le ciel. Le grand État ne veut qu'unir les hommes entre eux et les nourrir. Un petit État ne veut qu'être reçu par l'autre et le servir. Chacun obtient ce qu'il désire, mais le grand État doit apprendre à s'humilier. Selon lui, comme une grande nation où un sage ne lutte pas et ne combat pas, personne ne trouve qu'il est possible de lutter ou de combattre avec lui. Le caractère chinois pour militaire ou arts martiaux, Wu, est composé de deux parties. L'une signifie arrêter et l'autre lance des envahisseurs. Le livre historique des Han dit Zhang-Jie, l'inventeur des caractères chinois, a créé le caractère Wu avec arrêter et armes. Le sage utilise l'armée pour arrêter la violence, le chaos et les combats. Elle n'a pas été conçue pour que les gens se livrent à des activités brutales. Dans la Chine ancienne, la toute première leçon apprise par les étudiants en arts martiaux était que le but des arts martiaux est de mettre fin à la violence. À l'inverse de l'idée darwinienne de la survie du plus apte et de l'idée du PCC selon laquelle si vous ne résistez pas, vous serez forcément malmené. Mencius ne croit pas en la raison du plus fort. Il a dit « Quand il n'y a pas de droiture sous le ciel, les nations moins puissantes deviennent soumises aux plus puissantes et les faibles aux forts ». Mais quand il y a de la droiture sous le ciel, les nations de petites vertus sont soumises à celles de grandes vertus. Mencius a aussi dit « Le royaume n'est pas impressionné par l'acuité et la force des armes. Celui qui trouve la voie juste aura beaucoup de monde pour l'aider. Celui qui perd la voie juste a peu de gens pour l'aider. » Il croyait que si un État devait en attaquer ou en conquérir un autre, il devait être du côté du Tao, c'est-à-dire de la justice ou de la droiture. Tout au long de l'histoire de la Chine, des empereurs ont appliqué ces idées pour créer une société plus sûre et plus prospère. Un empereur de la dynastie Ming, par exemple, a envoyé le célèbre explorateur maritime chinois et musulman Zhang He pour répandre les principes de la vertu afin de toucher et réformer les gens de loin. Ces voyages ont ouvert la route de la soie maritime de la Chine. Elle visait à relancer le commerce avec les autres nations maritimes et à faciliter l'acheminement des biens vitaux, notamment les médicaments, l'étain et les chevaux. Les navires de Zheng sont partis de l'est de la Chine, transportant des marchandises telles que du riz, du thé et du bronze. Il a emmené avec lui quelques 600 fonctionnaires, dont des médecins, des astrologues et des cartographes. Au cours de ces 7 voyages, Zheng a mené ses flottes bien équipées à travers les océans Pacifique, Indien et Atlantique. Il a pu atteindre plus de 30 nations et régions, allant jusqu'au cap de Bonne-Espérance. Il a fait du commerce avec les locaux et les a également initiés au confucianisme et à la calligraphie chinoise. La taille et la puissance de sa douzaine de flottes ont facilement fait de l'Empire Ming la plus grande puissance navale de l'époque. Les plus grands navires avaient un déplacement de 20 à 30 000 tonnes. Cela correspond à environ un tiers ou la moitié du déplacement des porte-avions américains modernes. Il dépassait également celui des porte-avions chinois modernes. Les voyages n'étaient pas complètement exempts de violence, mais les cibles de Zheng étaient souvent des pirates. Dans un cas, Zheng a également été impliqué lorsque le beau-fils d'un roi indonésien a essayé de tuer le roi. Zheng a combattu le prince rebelle. Néanmoins, il n'a fait d'aucune des régions qu'il a explorées des colonies chinoises. Les royaumes étaient toujours gouvernés de manière indépendante après le départ de Zheng. Un conseiller du PCC d'aujourd'hui a déploré que Zheng et la dynastie Ming n'aient pas utilisé leur pouvoir pour occuper et revendiquer l'océan Indien. C'est quelque chose que l'armée du Parti communiste vise probablement aujourd'hui. Et à l'époque, Zheng aurait pu y parvenir, mais il ne l'a pas fait. Cela pourrait être une différence majeure entre la Chine ancienne et la Chine communiste d'aujourd'hui. La question n'étant pas de savoir si la Chine est puissante ou non, mais si elle utilise son pouvoir pour faire le bien ou le mal. L'initiative Ceinture et Route implique souvent la construction d'instituts Confucius locaux.
Alors que Confucius est connu pour avoir promu une gouvernance bienveillante, le PCC exporte son idéologie communiste et sa censure sur les campus étrangers au nom de Confucius. Le parti se sert de ces instituts comme d'un levier pour mettre fin aux critiques des violations des droits de l'homme commises par le régime. Pao Tong, ancien fonctionnaire chinois devenu activiste, a déclaré un jour, je cite, « Confucius est mon professeur, mais je suis d'accord pour que les gens ferment les instituts Confucius ». Je pense que les instituts Confucius du monde entier sont des abattoirs qui ruinent ce philosophe et sa doctrine. Ces instituts n'ont rien à voir avec Confucius. Ils ont tous le même surnom, le communisme. Maintenant que le régime promeut son initiative Ceinture et Route au nom de Zheng He et de la Route de la Soie, les gens voudront peut-être prendre un moment pour réfléchir, afin de savoir si le régime exporte des valeurs traditionnelles de gouvernance bienveillante ou s'il exporte la censure, la corruption et le communisme. C'est tout pour aujourd'hui, merci d'avoir suivi Regard sur la Chine. Je vous rappelle que vous pouvez vous abonner à notre newsletter sur ntdtv.fr. On se retrouve demain pour une nouvelle émission, prenez soin de vous et à bientôt.